Alors, on continue avec l'exercice 2.3, qui est un exercice qui est censé nous faire réfléchir sur la notion de couverture. On a vu cette année que lorsqu'on écrivait des fonctions, et on l'a vu dans les deux TD qu'on a fait, on écrit toujours un jeu de test qui va avec la fonction. Ce jeu de test, il permet de convaincre un utilisateur que la fonction fait bien ce qu'on veut. Il teste dans des cas particuliers, des cas concrets, donc ici mention sur 0, mention sur 10, mention sur 20, ou ici volume sur tétraède pour le tétraède nul, ou volume de tétraède pour le tétraède qui a 3 arêtes de longueur 2 et l'autre face de côté 1, etc. Donc à chaque fois on teste nos fonctions, et ces tests sont présentés dans le code sous forme d'un jeu de test, c'est-à-dire une suite d'instructions assert, au même niveau qu'un def, et après le def de la fonction, et c'est toujours la même forme, assert le nom de la fonction, appelé sur un argument concret, égal ce que le résultat doit faire. Et ce que fait MrPython lorsqu'il interprète un jeu de test, c'est qu'il teste si ça est vrai, c'est-à-dire si la fonction appelée sur son argument fait bien le résultat qu'on a prévu, et si c'est pas le cas, il explose. On l'a déjà vu, si je mets ici un test qui est faux, alors je vais avoir une erreur d'assertion, et si jamais je lance mon interpréteur et que je n'ai aucune erreur d'assertion, ça veut dire que tous les tests sont justes. Et donc c'est une bonne manière de vérifier ces fonctions et surtout de montrer à quelqu'un, alors cette année à la personne qui vous corrige, et puis dans la vraie vie, dans l'industrie, à un client ou à un superviseur, c'est un bon moyen de le convaincre que votre fonction est juste, que votre fonction est correcte et ce qu'elle fait qu'on lui a demandé. Alors on a essayé d'être sensibilisé dès le début au fait que nos tests essayent de couvrir des cas différents. On essaie de tester dans des cas différents. D'accord ? Donc souvent on essaye de tester, par exemple si on a quelque chose de numérique, des cas pathologiques. Par exemple le volume du tétraèdre nul. Puis après des cas faciles à tester, comme le cas du tétraèdre régulier. Puis ensuite on essaye de tester d'autres cas. Donc vous voyez ces trois cas de volume tétraèdre, on peut les voir comme des cas de test différents. Parce qu'on en a un dans un cas pathologique, un dans un cas régulier, et un dans un cas irrégulier. A l'inverse, ici, enfin pas à l'inverse, mais une autre manière ici, c'est qu'on a une fonction mention qui a 5 résultats possibles. Donc quand on fait un jeu de test, pour essayer de tester des cas différents, on va essayer de donner au moins un test pour chacun de ces 5 résultats possibles. Alors c'est pas toujours possible de donner un test pour tous les résultats possibles, entre autres pour les fonctions qui renvoient des entiers. Mais là, comme c'est une fonction qui ne peut renvoyer que 5 choses différentes, on va donner au moins 5 tests qui testent les 5 cas différents. Donc vous êtes sensibilisé à ça, et on vous le demandera aux examens, d'essayer de trouver des cas de test différents pour des fonctions. Alors, ici, on a une fonction mystère, enfin, pas tellement mystérieuse, en tout cas, on vous donne la fonction, on fait de l'analyse de code. Je l'ai recopiée ici. Et cette fonction, ce qu'elle fait, c'est que le corps de cette fonction, c'est une série de si, sinon si, donc des alternatives multiples, et elle peut renvoyer 6 résultats possibles, K1, K2, K3, K4, K5 et K6. Et on nous demande, on nous dit aussi que ces arguments sont différents de A2, et on nous demande de vérifier, de trouver un jeu de test pour cette fonction. Alors première chose qu'on peut dire, c'est peut-être le bon moment dans ce TD pour vous parler de la notion de comparaison chaînée. En Python, et en MrPython c'est autorisé, lorsque vous écrivez la condition n1 inférieur à n2 et n2 inférieur à n3, vous pouvez écrire, c'est quelque chose qui est accepté par Python et par MrPython, n1 inférieur à n2 inférieur à n3. Quand vous écrivez ceci, MrPython l'interprète quasiment exactement comme n1 inférieur à n2 et n2 inférieur à n3. La seule différence, c'est qu'ici, si ici il y a une expression, ici il l'évalue 2 fois, alors qu'ici il l'évalue qu'une fois. Mais à notre niveau, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez l'utiliser dans vos préconditions, mais aussi dans les conditions de vos alternatives ou de vos boucles, parce que souvent c'est un petit peu plus élégant, c'est plus facile à lire, et c'est plus rapide à écrire que d'écrire les deux tests côte à côte. Alors ça marche aussi pour l'égalité, si on a par exemple n égale m égale k, c'est la même chose que de dire n égale m and m
égale k. Et évidemment, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est si on regarde ici la précondition, n1 différent de n2 et n2 différent de n3, si on écrit n1 différent de n2 différent de n3, selon la règle que je vous ai dit, ça nous donne que n1 est différent de n2 et n2 différent de n3, mais ça nous dit rien sur est-ce que n3 est différent de n1. Alors attention, vous savez que la différence, contrairement à l'égalité, l'inégalité, ça n'est pas une relation d'équivalence parce qu'elle n'est pas transitive. Si n1 est différent de n2 et n2 est différent de n3, alors peut-être que n3 est égal à n1. Hein. Donc quand on teste ici la précondition, il faut bien faire attention à dire qu'ils sont différents 2 à 2, c'est-à-dire que n1 est différent de n2, n2 différent de n3 et n3 différent de n1. Donc ici on peut remplacer chacun de ces if par un n1 plus petit que n2 plus petit que n3, n1 plus petit que n3 plus petit que n2, et ça donne exactement la même fonction. Bon, nous ce qu'on veut, c'est comprendre ce que fait cette fonction. Quand on a des alternatives, une bonne manière, c'est d'exprimer le schéma du flow de contrôle de la fonction, en regardant comment branche la fonction, en construisant un arbre, avec les branches de cet arbre qui sont les branchements des alternatives. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans cette fonction? On arrive à l'entrée avec trois choses qui sont n1, n2, n3, qui sont trois nombres différents. Et la première chose qu'on teste, c'est est-ce que n1 est plus petit que n2 et plus petit que n3. Et si c'est vrai, alors on dit qu'on est dans le cas 1. Si jamais c'est faux, c'est un sinon-si, donc on fait un deuxième test. Et on teste est-ce que n1 est plus petit que n3 et plus petit que n2. n1 plus petit que n3, plus petit que n2. Si c'est vrai, on dit qu'on est dans le cas 2. Et si c'est faux, on dit, par convention, je vais mettre quand c'est vrai à gauche et quand c'est faux à droite. Si c'est faux, on dit est-ce que n2 est plus petit que n1 et plus petit que n3. Est-ce que n2 est plus petit que n1 qui est lui-même plus petit que n3. Et ici, on arrive dans le cas 3. Et sinon, on teste, est-ce que n2 est plus petit que n3 et plus petit que n1? Est-ce que n2 est plus petit que n3 et plus petit que n1? Si c'est vrai, on est dans le cas 4. Sinon, on fait un dernier test. Et ce dernier test, c'est est-ce que n3 est plus petit que n1 et plus petit que n2? Alors, est-ce que n3 est plus petit que n1, plus petit que n2? Si c'est vrai, on est dans le cas 5. Sinon, on est dans le cas 6. Donc voilà à quoi ressemble cette fonction. À chaque fois, elle nous renvoie une chaîne de caractères qui dit dans quel cas on est. Et vous voyez, hein, c'est un truc, c'est quelque chose d'assez important ici, c'est qu'on ne fait pas un print, on n'affiche pas dans quel cas on est. On renvoie un résultat qui correspond à une chaîne de caractères qui nous dit dans quel cas on est, qui pourrait être utilisé par une autre fonction qui prend en entrée une chaîne de caractères et qui analyse est-ce que c'est K1, K2, K3, K5, K6. Donc voilà ce que fait cette fonction. Et puis si on la regarde attentivement, on voit qu'en fait, elle décide dans quel ordre sont rangés ces trois paramètres N1, N2, N3. N1, N2, N3, combien il y a d'ordres différents pour les ranger, du plus petit au plus grand? On sait qu'ils sont tous différents, donc il n'y a pas d'égalité. Donc combien il y a d'ordres pour les ranger du plus petit au plus grand? Il y en a 3 factoriels, c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1, 6, et ça correspond bien à ces 6 ordres-là. Donc une fois qu'on a trouvé l'ordre de N1, N2, N3, ça nous donne la réponse, la chaîne de caractères qu'on va donner. Donc c'est une fonction qui décide dans quel ordre sont rangés N1, N2, N3 en associant à chacun des ordres un cas différent. Donc si on veut tester cette fonction, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire un cas de test pour tous les résultats possibles, pour chacun des résultats possibles. Donc on va faire un cas de test pour le cas 1, 1 pour le cas 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qui va changer pour arriver dans le bon cas, c'est l'ordre des éléments. Donc allons-y, écrivons notre jeu de test. On va écrire tous nos tests sur le même modèle. On va faire un assert f de 3 arguments va être égal à une chaîne de caractères k quelque chose. Et on va tester les 6 cas possibles. Donc on va en faire 6. Si
Alors allons-y, on veut tester le cas 1, le cas 2, le cas 3, le cas 4, le cas 5 et le cas 6. Donc pour être dans le cas 1, il faut que N1, c'est-à-dire le premier des paramètres, soit plus petit que le deuxième. Et il faut aussi que le deuxième soit plus petit que le troisième. En gros, qu'il soit rangé dans l'ordre. Donc on va prendre par exemple 1, 2, 3. 1, 2, 3, on a bien N1 qui est plus petit que N2 et N2 qui est plus petit que N3. Pour être dans le cas 2, il faut que N1 soit plus petit que N3 et que N3 soit plus petit que N2. Donc N1 c'est le plus petit, N2 c'est le suivant, et N3 c'est le suivant, pardon, donc le suivant il doit être ici, et N2, celui du milieu, doit être en dernier. Donc 1, 2, 3, ça marche. Pour être dans le cas 3, il faut que N2 soit le plus petit, N1 celui du milieu, et N3 le plus grand. Donc N2 est le plus petit, N1 est celui du milieu, et N3 est le plus grand. Pour être dans le cas 4, il faut que N2 soit le plus petit, il faut que le suivant ce soit N3, et il faut que le plus grand ce soit le premier. Pour être dans le cas 5, il faut que N3 soit le plus petit, il faut que N1 soit le deuxième, et il faut que N2 soit le plus grand. Et pour être dans le dernier cas, bah, c'est le dernier ordre, hein, il faut probablement que N3 soit le plus petit, que N2 soit celui du milieu, et que N1 soit le plus grand. On regarde, et on voit que nos tests sont passés avec succès. Donc on a bien donné un jeu de 6 tests pour la fonction f, qui teste les 6 résultats possibles. Donc on a 6 cas de tests différents, puisque chaque cas de test est associé à un résultat différent. Donc très bien. Et ensuite, on peut essayer de réfléchir à f, et une manière de réfléchir, une manière de traiter la question 2, c'est de regarder l'efficacité de f. On peut se demander combien... Alors je vous ai dit dans une précédente vidéo, il faut se demander, quand on parle de complexité, qu'est-ce qu'on compte? Qu'est-ce qui va coûter du temps à une machine pour exécuter la fonction f? Eh bien, ce sont les comparaisons. Comparer deux nombres à virgule, c'est quelque chose d'assez coûteux pour une machine, suffisamment pour qu'on l'utilise comme métrique pour définir l'efficacité d'une fonction. Donc ce qu'on va compter, c'est le nombre de comparaisons que fait notre fonction, et on va dire qu'on va le faire dans le pire des cas. Dans le pire des cas possible, combien de comparaisons fait cette fonction? Le pire des cas, ça veut dire le cas où on fait le plus de comparaisons. Et bien, si jamais N1 est plus petit que N2 plus petit que N3, on s'arrête directement ici, donc c'est pas le pire des cas. Le pire des cas, c'est de passer par ces 5 alternatives là, ces 5 branchements là, c'est-à-dire les 4 premiers doivent être faux, et en fait on s'en moque que celui-là soit juste ou faux, ça nous fait dans tous les cas 5 tests. Et qu'est-ce qu'il faut pour que les 4 premiers soient faux? Il faut que N3 soit le plus petit. Si N3 est le plus petit des 3, alors ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux et ça c'est faux, donc on arrive forcément ici. Et dans ce cas, combien de comparaisons on fait? Dans le pire des cas, combien de comparaisons on fait? Eh bien on a fait 5 tests, et dans chacun des tests, on a fait 2 comparaisons. Hein. Là j'ai écrit N1 plus petit que N2 plus petit que N3, et ici j'avais bien écrit N1 plus petit que N2, and N2 plus petit que N3. Je vous ai dit c'est quasiment pareil, et entre autres ça fait autant de comparaisons les deux. Donc on a fait 2 comparaisons ici, 4, 6, 8, 10. Donc dans le pire des cas, on fait 10 comparaisons. Bon, c'est beaucoup surtout par rapport à ce qu'on veut faire. Pourquoi je dis c'est beaucoup? Je vous ai dit quand on calcule, on vous l'a dit en cours, quand on calcule l'efficacité d'une fonction, à votre niveau, au niveau du L1, ce que vous devez regarder, pour savoir si vous allez perdre des points à un examen par exemple, c'est est-ce que vous avez calculé plusieurs fois la même chose? On n'aime pas calculer plusieurs fois la même chose. Vous vous souvenez tous de la formule de l'aire du triangle, ou plutôt, dans ce TD, de la formule du volume du tétraèdre. On n'aime pas recalculer plusieurs fois à carré, donc on calcule une seule fois à carré, on le met dans une variable. Ici c'est pareil, on peut réfléchir à est-ce qu'il y a quelque chose qu'on calcule plusieurs fois. Et là vous voyez que on va calculer plusieurs fois N1 plus petit que N2, puisque si jamais c'est faux ici, on va le recalculer là, et si c'est faux, on va encore le recalculer là. Donc c'est un peu embêtant de calculer 3 fois la même chose. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'imaginer un algorithme
qui rendent le même résultat que la fonction f, mais qui calculent qu'une seule fois chacune des comparaisons. Alors essayons de le faire, et supposons que maintenant on a n1, n2, n3, et que la première chose qu'on fait, c'est de comparer n1 avec n2. Donc à ce moment-là, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si jamais n1 est plus petit que n2, qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, je ne sais pas dans quel cas je suis, parce qu'il y a plein de cas dans lesquels n1 est plus petit que n2. Le cas 1, le cas 4 et le cas 5. Non, le cas... Ouais, enfin, il y en a plusieurs en tout cas. Ouais, si, non, le cas 1, le cas 2 et le cas 5 probablement. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est de regarder, est-ce que n2 est plus petit que n3? Si jamais n2 est plus petit que n3, comme je sais que n1 est plus petit que n2, ça fait que n1 est plus petit que n2 est plus petit que n3, donc je sais que je suis dans le cas 1. Ça, c'est super. Si jamais n2 n'est pas plus petit que n3, ça veut dire que n3 est plus petit que n2. Qu'est-ce que je sais? Je sais que ici, c'était vrai, donc que n2 est plus grand que n1, et je sais que ici, c'est faux, donc que n2 est plus grand que n3. Donc je sais qu'ils sont rangés comme ça. 2 est plus grand que 1, 2 est plus grand que 3. Mais je ne sais pas lequel est le plus grand entre 1 et 3. Donc je vais faire ça, je vais tester n1 plus petit que n3. Si n1 est plus petit que n3, qu'est-ce que je sais? Je sais, si n1 est plus petit que n3, ça veut dire qu'ils sont rangés dans l'ordre 1, 3, 2. Que c'est n1 plus petit que n3, n3 plus petit que n2. n1 plus petit que n3, n3 plus petit que n2, c'est le cas numéro 2. Si jamais ils sont rangés dans l'autre ordre, c'est-à-dire si jamais c'est faux ici, ça veut dire que n3 est plus petit que n1. Donc ça veut dire que n3 est plus petit que n1 et que n1 est plus petit que n2. Donc n3 plus petit que n1 et n1 plus petit que n2, c'est le cas numéro 5. Donc ici, je suis dans le cas numéro 5. Et puis, c'est exactement pareil de l'autre côté. Je vais regarder, est-ce que n2 est plus petit que n3? Si jamais c'est faux, si jamais n2 n'est pas plus petit que n3, je sais que n3 est plus petit que n2 et n2 est plus petit que n1, puisque ici c'était faux. Donc je sais que c'est n3, n2, n1, et n3, n2, n1, ça doit être le cas 6. Maintenant, si jamais n2 est plus petit que n3, je sais que 3 est plus grand que 2, et comme là, ça c'est faux, je sais que 2 est plus petit que 1. Donc il faut que je compare 3 et 1 ensemble. Est-ce que n1 est inférieur à n3? Si n1 est inférieur à n3, je sais que 1 est plus petit que 3, et que, pardon, si jamais n1 est inférieur à n3, ça veut dire que 2 est plus petit que 1, et 1 est plus petit que 3. Donc n2 plus petit que 1 est plus petit que 3, je suis dans le cas 3. Et si jamais c'est faux, donc n3 est plus petit que n1, ça veut dire que n3 est plus petit que n1 et que n1 est plus petit que n3 est plus petit que n1 et que... Non, pardon, que n2 est plus petit que n1 et que n1 est plus petit que n3. Voilà. n2 plus petit que n1, n1 plus petit que n3, et je suis dans le cas 3. Je me suis emmêlé les pinceaux, c'est ça? Alors, si jamais n3 est plus petit que n1, j'ai un truc comme ça, et le 2, alors n2 est plus petit que n3, puisque je suis là, et n3 est plus petit que n1. n2 plus petit que n3, c'est le cas 4. Voilà. Bon, et puis c'est logique que ça fasse le dernier cas qui reste. Donc voilà comment je peux faire des comparaisons de juste une comparaison à chaque fois, et organiser mes 6 cas. Et là, le pire des cas, c'est quand il y a une des deux premières... Enfin, c'est quand la deuxième comparaison... c'est quand il y a une des deux comparaisons exactement qui est vraie. Si une des deux comparaisons au début est vraie, il faut en faire une troisième... Et une est fausse, il faut en faire une troisième. Et donc ça nous fait 3 comparaisons. Et dans le pire des cas, on fait 3 comparaisons. Donc on est quand même bien mieux en termes d'efficacité ici que là. Puisque ici, dans le pire des cas, on fait 10 comparaisons. Et ici, dans le pire des cas, on fait que 3 comparaisons. Donc beaucoup plus efficace. Maintenant, on l'écrit ici. On va l'appeler F2. Elle va avoir la même en-tête que F. D'accord?
puisqu'elle fait la même chose, hein, on veut une fonction qui fait la même chose. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'on va commencer par dire, est-ce que n1 est plus petit que n2? Et si jamais c'est vrai, on va regarder, est-ce que n2 est plus petit que n3? Et si jamais c'est vrai, on a dit qu'on retournait le cas 1. Et si jamais c'est faux, il faut tester, est-ce que n3, on peut faire même un elif ici, est-ce que n1 est plus petit que n3? Si jamais L1 est plus petit que n3, on renvoie le cas 2. Sinon, on renvoie le cas 5. Maintenant, si jamais N1 n'était pas plus petit que N2, je teste quand même est-ce que N2 est plus petit que N3. Et on a dit que si c'était pas le cas, c'était facile. On avait le cas 6. Mais si jamais c'est le cas, il faut retester un if. Est-ce que N1 est plus petit que N3? Et à ce moment-là, si c'est vrai, on a dit que c'était le cas 3. C'est ça? Oui. Et si c'est faux, c'est le cas 4. Bon. Voilà. Et maintenant, on va regarder si cette fonction-là, elle passe les mêmes tests que la précédente, en appelant f2 sur les mêmes tests que f1, et on voit que c'est le cas. Donc on a bien écrit une fonction qui fait la même chose que la précédente, et par contre, on fait beaucoup moins de comparaisons que la précédente. On fait 3 comparaisons dans le pire des cas, 2 dans le meilleur des cas, alors qu'avant on faisait 10 comparaisons dans le pire des cas et 2 dans le meilleur des cas, même si le meilleur des cas c'est jamais très intéressant. Par contre, en termes de lisibilité, celle-là on comprend peut-être un peu mieux, a fortiori, si on change l'écriture pour avoir quelque chose de plus compact, comme je vous l'ai expliqué. Et celle-là, on a des if dans des if dans des if, on a des imbrications, de l'indentation qui permet de comprendre les imbrications, elle est peut-être un peu plus difficile à lire. D'accord? Mais on a deux manières différentes d'écrire la même fonction, et on a une qui est plus efficace que l'autre. Merci.